fiche, donc on entend normalement correctement. Allez, donc, voilà, on a dit qu'on mettait en place un projet BI, un projet data, quelle que soit la typologie de projet. Concrètement, à quoi on fait attention? Quelles sont les phases importantes à traiter pour une bonne gestion de projet? Et comment est-ce qu'on avance dans un projet data? Alors, donc, du coup, les objectifs de cette intervention, ça va être d'éviter les écueils les plus courants, donc les erreurs, on va vous dire les choses à ne pas faire et les choses à faire, aborder de façon sereine un projet data, choisir une méthode de gestion de projet et parler aussi des livrables qui sont attendus dans le cadre d'un projet data. donc, alors bien sûr, c'est notre façon de voir le monde. Ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique façon, mais ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années qu'on fait ce type de projet, et c'est ce qui, à notre sens, fait vraiment que les projets qu'on délivre fonctionnent et que les résultats sont à la hauteur de ce que les clients attendent, voire des fois plus au cours des projets. C'est assez régulier qu'on découvre de nouveaux axes de performance dans l'entreprise juste en collectant les datas. Donc, du coup, on va commencer par vous parler un petit peu des méthodes de gestion de projet. Donc, je vais commencer par la méthode qui, disons, est la plus traditionnelle, c'est la méthodologie en cascade. Donc là, c'est un déroulement de projet selon un process qui est défini à l'avance, donc avec une phase de prise de besoin, une phase de développement, une phase de test, puis la livraison finale. A contrario, la deuxième méthode qu'on va vous présenter, c'est la méthodologie agile. Donc là, c'est une méthodologie de gestion de projet qui est plus adaptative, qui est destinée à des projets qui sont plus complexes ou à construire étape par étape, qui comprennent des incertitudes. Et donc là, cette méthodologie de projet, elle se compose en phases de travail qui sont itératives et incrémentales. Et donc, en fait, elles sont découpées en sprints qui amènent à des livraisons, des plus petites livraisons régulières, tous les 15 jours à 2 mois, selon le cycle qui a été choisi. Donc, du coup, la méthodologie de projet, elle est à choisir en fonction du contexte de votre projet, des difficultés, des risques, de ce que vous savez de votre projet. Alors, je dirais que si vous avez une idée très précise de ce que vous voulez, la méthodologie en cascade peut être une bonne façon d'avancer rapidement et en définissant vraiment dès le départ tout ce que vous voulez. Et si vous avez une idée peut-être plus floue, où vous ne savez pas encore, vous savez que vous voulez commencer par quelques indicateurs, mais vous ne savez pas trop où vous voulez aller et vous avez besoin de prendre possession un peu de l'étendue fonctionnelle de ce que ça peut vous apporter. À ce moment-là, la méthodologie agile permettra de mettre un premier pas et ensuite de venir avancer petit à petit dans votre projet. Exactement. Donc ensuite, la deuxième partie qu'on voulait aborder avec vous concerne les parties prenantes. Donc en fait, c'est une partie importante dans la gestion de projet et des fois qu'on ne prend pas assez en compte. Donc nous, on a choisi de la développer un petit peu plus. Donc les parties prenantes d'un projet, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la liste, l'ensemble des personnes qui participent à un projet. Donc, il y en a forcément qui sont très évidentes, comme l'équipe projet ou l'utilisateur final, donc qu'il soit interne ou externe, où là, forcément, c'est les personnes qu'on n'oublie pas. Alors, là où je ne suis pas forcément d'accord, c'est que des fois, l'utilisateur final, alors ça arrive de moins en moins, mais pendant très longtemps, cet utilisateur final, il a été oublié. C'est vrai. Et on faisait des projets où une direction ou un management disait « on va développer ce projet-là ». Et à la fin, on va servir ça sur le plateau de l'utilisateur final. Et l'utilisateur final, il tombait dans nos bras et il faisait. Et je vous garantis qu'il ne disait pas « oh, c'est magnifique, vous m'avez allumé la lumière, vous avez tout compris ». Non. Les trucs qu'on pouvait entendre régulièrement, c'était le classique qu'on a déjà tous entendu. Putain, ça c'est encore un mec dans son bureau qui a pondu ça, sauf que ça correspond absolument pas à ce qu'on veut. C'est vrai. Donc, vraiment, mettez un point d'honneur à impliquer l'utilisateur final, même s'il n'y a pas une forte valeur ajoutée sur le contenu du projet,
lui, au moins, il vous dira si ce que vous êtes en train de pondre pour lui va lui être utile. Parce que vous pouvez pondre un super truc, si à la fin, ce n'est pas utile à l'utilisateur final, personne ne s'en servira. Donc vraiment, vraiment, mettez un utilisateur final dans votre projet. Et donc, il y a aussi donc, les parties prenantes dont on parle moins, mais qu'il ne faut pas oublier, puisque chacun aura ses besoins, ses contraintes et son mot à dire, comme par exemple le gestionnaire opérationnel. Donc là, ça va comprendre toutes les personnes qui sont au quotidien dans l'entreprise, qui sont responsables par exemple de la maintenance, des serveurs, des sauvegardes. Donc ça, c'est des personnes qui ne vont pas être impliquées directement dans le projet, mais qui sont là en support et qui ont des contraintes parfois techniques qu'il faut prendre en compte. Il y a les sponsors. C'est forcément des personnes qui financent le projet ou qui ont un intérêt politique dans le projet. Donc forcément, il faut les prendre en compte et ne pas les oublier. Les comités de pilotage et les partenaires, parfois externes, qui peuvent être les éditeurs de logiciels ou des prestataires de services. Il arrive régulièrement que dans les projets data, on vienne utiliser les données d'un prestataire tiers et qu'on ait besoin du concours de ce prestataire tiers pour avoir accès aux données, pour qu'il nous fournisse par exemple son plan, son schéma de base de données, etc. Ou comment est-ce qu'on accède ou comment est-ce qu'on peut récupérer les données. Donc, il ne s'agit pas d'arriver à la fin du projet en ayant préparé tout ce qu'on veut et arriver, toquer à la porte de l'éditeur et dire « Maintenant, je veux les données. » Ah ouais, mais attends, c'est pas possible, ça vous l'avez pas, etc., etc. Donc, on n'oublie pas aussi, en effet, les partenaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un focus sur la prise de besoin? Parce que, clairement, la prise de besoin, c'est, à notre sens, la pierre angulaire de tout projet. Parce que, concrètement, on pourrait vous sortir des tonnes d'études qui ont montré que les développements n'étaient pas adéquats, collaient pas avec le besoin, qu'il y a eu des changements de besoin en cours de route. Et vous pouvez trouver un paquet de trucs sur Internet. Il y en a même une que moi, perso, j'adore, qui me fait toujours beaucoup rire à chaque fois que je la regarde. C'est cette image où on a un peu la caricature de toutes les étapes d'un projet, projet data ou projet autre en fait, entre comment le client a exprimé son besoin, comment le chef de projet l'a compris, comment est-ce qu'il a été conçu, comment est-ce qu'il a été développé, comment le commercial l'a vendu, comment il a été documenté. On aura une partie tout à l'heure sur la documentation qui est vraiment chose qui est vraiment très importante. Comment est-ce que ça a été mis en prod, comment ça a été facturé, comment la hotline répond, et enfin, et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'est-ce que voulait le client. Donc, là où en fait on fait peut-être une erreur, c'est que on parle très souvent, et pour préparer cette conférence, on a aussi repris quelques bouquins de gestion de projet, et la terminologie qui est très souvent utilisée, c'est le terme prise de besoin. Et en fait, c'est peut-être là qu'on fait une erreur fondamentale, rien que dans la sémantique de ce qu'on veut. Si on parle de prise de besoin, ça veut dire que la personne à qui on parle sait de quoi elle a besoin. Et en fait, c'est peut-être là l'erreur majeure. Peut-être que l'erreur majeure, c'est qu'on pense que celui qui a besoin de quelque chose sait qu'il en a besoin. Chez AxisWeb, on a une approche un petit peu différente. C'est pour ça qu'on va toujours chercher quelle est la stratégie d'entreprise. Qu'est-ce que le client veut et pas de quoi il a besoin. Qu'est-ce que le client veut à la fin? Quelle est la finalité de ce qu'on va faire? Quand vous allez chez le garagiste et vous dites et vous filez votre voiture à la révision, vous lui dites pas fais-moi la vidange, les plaquettes. Non, il connaît son taf. D'accord? Vous donnez votre voiture à la révision. Point barre. Ok? Là, c'est un petit peu pareil. Dans un projet data, le truc, c'est pas de dire de quelles statistiques tu as besoin, qu'est-ce que tu veux, quelles données tu veux voir. Non, ce serait prendre un petit peu plus de hauteur et l'attaquer autrement. La bonne question, ce serait plutôt, quelle est la stratégie de l'entreprise? Ok, on définit la stratégie. C'est une augmentation de marge, une réduction de coûts, une optimisation de process, etc. Quelle est la stratégie? Qu'est-ce qui changerait vraiment quelque chose pour l'entreprise? Et une fois qu'on a défini ça,
La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour être sûr que la stratégie va dans le bon sens? Et c'est à partir de là qu'on peut construire nos tableaux de bord et notre pilotage. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut, à mon sens, aborder les projets. C'est toujours repartir de quelle est la finalité de ce qu'on fait. Donc, du coup, quels sont les risques d'une mauvaise prise de besoin? Ben, ça va être assez évident. Ça va être l'explosion des coûts, l'explosion des délais, ou les deux, la démotivation des équipes, la perte de confiance des utilisateurs. Alors, après, il y en a qui sont les maîtres et qui arrivent à tout faire en même temps. C'est-à-dire que si vous finissez un projet en ayant explosé les coûts, les délais, en ayant démotivé les équipes et en ayant une perte de confiance d'utilisateurs, là, vous avez fait un grand chelem, c'est parfait, et vous ferez malheureusement partie des statistiques des X% de projets informatiques qui échouent par des problématiques de prise de besoin. Donc c'est un peu dommage. Vraiment, on revient dessus, mais prenez le temps de cette prise de besoin. Ne vous lancez pas directement dans les développements, dire ah tiens, je veux les statistiques de chiffre d'affaires, bam, on fait un graphique et on verra le reste après. Non. Ok, mais à quoi ça va servir? À quoi ça te sert de connaître le chiffre d'affaires? De quoi est composé le chiffre d'affaires? Moi, j'ai déjà vu des clients où, déjà, quand on parlait de chiffre d'affaires, tout le monde n'était pas d'accord sur qu'est-ce que c'était le chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce que c'était que la marge? En fonction des business, ça peut. Est-ce que c'était que la marge? Est-ce que c'était le chiffre global? Etc. Donc déjà, des fois, les gens sont même pas d'accord sur la définition de choses très basiques comme le chiffre d'affaires. Donc, on se met d'accord sur les chiffres et à quoi ça va te servir d'avoir cette information. Donc, du coup, en parlant de statistiques, on va vous appuyer nos propos par quelques chiffres. Vous allez comprendre pourquoi on a choisi de faire un focus sur la prise de besoin. Donc, du coup, c'est quelques chiffres tirés de Inspecting Requirements. Donc, on a trouvé que 37% des échecs de projet étaient liés à la partie sur le recueil de besoins. 37%. C'est-à-dire qu'on est à plus d'un tiers des projets. C'est absolument colossal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une énorme partie des projets informatiques, et en fait pas que informatiques, qui échouent juste par des problématiques de prise de besoin. Donc vraiment, appuyer sur cette prise de besoin. Donc on a trouvé également que 84% des projets qui échouent ont un problème soit de date butoir, soit de dépassement de budget, ou le tout en même temps. Alors, ça, en effet, c'est primordial. Définir des dates et un budget. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais si je ne sais pas ce que je veux, si je fais un projet agile, si je fais ci, si je fais ça, je ne peux pas définir de budget. Mais en fait, si. On peut toujours définir un budget parce qu'en fonction des thématiques qu'on attaque, on a le budget et surtout, on va aller définir un retour sur investissement potentiel. Et c'est vraiment ça qui est primordial, qui définit le budget et l'énergie qu'on met dedans. C'est le ratio investissement, retour sur investissement. Donc, on a trouvé également que 80% des corrections post-livraison et 50% des erreurs qui ont été faites dans le projet ont leur cause dans le recueil de besoins qui a été mal fait et donc il y a eu des oublis ou des erreurs. On voit aussi que 52% des projets coûtent le double de ce qui avait été prévu initialement. Donc ça, cette multiplication par 2 du coût des projets, c'est pas forcément une erreur de quantification, de travail technique, etc. C'est vraiment ce côté, le besoin a évolué au cours du projet parce qu'il y a eu une mauvaise prise de besoin. En fait, le besoin était là, mais il a été compris et analysé qu'au cours du projet. Pour conclure, le process de prise de besoin, c'est clairement la clé de voûte d'un projet data. Une bonne expression de besoin va vous permettre de maximiser vos chances de réussite de projet, de terminer le projet, ce qui est déjà une bonne chose au vu des statistiques, et que la solution utilisée et produite soit pérenne dans le temps. Le but, c'est pas de faire un projet et de se dire, hop, je ferme ça et on s'en sert 6 mois, et puis au bout de 6 mois, on le jette. Non.
on a vraiment ce côté prise de besoin qui est fondamental. Alors, on a cherché un petit peu avec l'équipe qu'est-ce qu'on peut entendre. Qu'est-ce qu'on peut entendre des fois dans les réunions de projet, et on a trouvé 4 phrases qu'on aime bien. Les utilisateurs changent toujours d'avis. Celle-là, en projet, on l'entend hyper régulièrement. Alors non, en fait, les utilisateurs ne changent pas d'avis. Les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent au départ. Et c'est bien normal, c'est pas leur métier. C'est pas leur métier de savoir ce qu'ils veulent. Toujours pareil, quand vous allez chez le garagiste, vous savez que vous devez faire entretenir votre voiture parce que le carnet d'entretien dit, mais vous ne savez pas le détail de ce qui va être fait. Et c'est normal. Donc non, les utilisateurs ne changent pas d'avis. Par contre, les chefs de projet peuvent ne pas forcément poser les bonnes questions qui va vraiment aller creuser le besoin de l'utilisateur. Ne pas livrer dans les délais, c'est normal. Alors, pour ceux qui ont vu Astérix et Cléopâtre, il y a toujours un mec qui dit « alors les fondations avec 2 mois de retard ». Non, en fait, non, on n'a pas de retard. Et si on a du retard, c'est qu'on a refait des choses. Et si on a refait des choses, c'est que le besoin a été mal pris au départ, qui a fait que le résultat produit une première fois ne convenait pas. Donc non, les projets sont livrés dans les délais et c'est tout à fait possible. Ah, celle-là, je l'adore. Pas besoin de définir le besoin, on fait de l'agile. Eh bien, aucun problème. Vous gardez ça et là, vous êtes sûr que vous ne faites pas x2, vous faites x4 sur le budget de votre projet. Aucun problème. À ce moment-là, vous venez et on part là-dessus. Vous me faites un chèque en blanc et on ne réfléchit pas trop et on y va. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Même en faisant de l'agile, on doit avoir un besoin défini et un besoin qui est drivé par la stratégie de l'entreprise. Et enfin, magnifique, le chef de projet ne sert à rien. Donc Hélène, je suis ravi de savoir que tu ne sers à rien. Non, le chef de projet, c'est un poste absolument fondamental. C'est vraiment le chef d'orchestre du projet. C'est le lien entre le client, le besoin fonctionnel, l'équipe technique, ou alors quand je dis client, hein, c'est client externe ou client interne, c'est pas un souci. Mais il faut toujours un pivot entre le métier et la technique. Ça, c'est fondamental. Donc, en fait, j'ai peut-être te garder un petit peu. Ah, cool. Merci. Je t'en prie. Alors, du coup, pour éviter les différents écueils dont on vient de parler, nous, on suit le process de recueil de besoins que je vais vous détailler là. Donc, pour commencer, il y a la phase d'élicitation et de capture. Alors, celui-là, élicitation, je veux bien le caser entre le poulet et le fromage dimanche dans une réunion de famille. Il va falloir m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est quand même. Donc, en fait, l'élicitation, c'est simplement la liste au Père Noël. C'est quand toutes les parties prenantes vous donnent en vrac tout ce qu'elles voudraient. Et la capture, eh ben, c'est simplement comprendre le domaine d'activité de l'entreprise au global, la source du besoin, les différentes parties prenantes. Bref, le contexte global du projet, comme Nicolas l'a évoqué tout à l'heure. La deuxième partie, ça va être tout ce qui est formalisation et spécification. Donc là, c'est écrire des documentations, prendre des notes, noter, schématiser, enfin, ce que vous voulez, mais vraiment, il y a des écrits et des choses qui restent sur le besoin. Ensuite, ça va être la phase de priorisation. Donc, la phase de priorisation, c'est tout simplement faire du tri dans la liste au Père Noël qui a été faite précédemment. C'est en fait arbitrer entre les désirs des différentes parties et les contraintes. Donc, les contraintes, ça peut être un besoin qui ne fait finalement pas partie du scope. Ça peut être une contrainte de temps, une contrainte de budget. Voilà. Donc là, sur cette phase-là, il y a souvent un arbitrage à faire. Et on va éviter de se faire arbitrer par quelqu'un qui voit que son scope à lui. Il y a des fois aussi des gens comme ça qui voient que sur leur petite lucarne et qui prennent les décisions pour eux et pas dans le but du projet. Donc on fait bien attention à bien choisir la personne qui peut arbitrer les décisions. Ouais. La phase suivante, ça va être la phase de traçabilité et de dépendance. Donc traçabilité, c'est simplement chercher d'où vient ce besoin,
Quelle est l'origine de ce besoin? Et dépendance, c'est simplement regarder les interactions qu'il peut y avoir entre différents besoins. Des fois, il se peut qu'il y ait un ordre à respecter, du coup, dans le travail de développement, des choses, voilà, il y a des dépendances. Vous voulez faire des stats sur la corrélation entre les chiffres de vente et les chiffres de facturation. D'abord, il va falloir aller se connecter à la partie vente et à la partie facturation avant de pouvoir cumuler les données et les analyser, par exemple. Exactement. La partie suivante, ça va être l'évaluation de l'impact. Donc, c'est simplement reprendre chacun des besoins qui a été évoqué par les différentes parties et regarder quels sont les risques et quels sont les bénéfices de chacun des besoins. Et enfin, la dernière partie du recueil de besoins, ça va être ce qui est appelé assurance qualité. C'est simplement regarder derrière soi et revérifier que tout a bien été pris en compte, qu'on a bien respecté chacune des phases de la partie de recueil de besoins, que tout est en place pour pouvoir démarrer. OK. Et à partir de là, vous pouvez vous dire que vous avez quand même mis beaucoup, beaucoup plus de chances de votre côté pour faire aboutir votre projet. Alors, dans tout ce qu'on a dit, pour nous, il y a 3 grandes parties du besoin à recueillir. Le besoin opérationnel, qui est la première partie, le besoin produit et les besoins tiers liés au projet. Donc, pour commencer, le besoin opérationnel, c'est le besoin de l'organisation, de l'entreprise au global. Donc, j'en ai rapidement parlé juste avant, mais du coup, c'est évoqué avec les parties prenantes le contexte concurrentiel, le contexte technologique, la stratégie de l'entreprise au global. On en revient à ce que je disais ce matin, à ce que je disais juste avant sur la stratégie de BI. Le point de départ de tout doit être la stratégie de l'entreprise. Vers où veut aller l'entreprise? Quel est son but principal? La deuxième partie, c'est la partie du besoin du produit. Donc, le produit, c'est en fait la solution qui va être apportée. C'est produit au sens large. Et donc là, ça va être plus tout ce qui concerne le métier. Donc, ça va être connaître les sources de données, l'historisation, est-ce que les données sont fiables ou pas, quelles sont les données qui vont être utilisées, quand et par qui, établir les usages de données, savoir quelles sont les règles de gestion qui seront à appliquer et est-ce qu'il y aura un besoin en reporting et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faudra faire. Et donc, c'est toujours pas à ce moment-là qu'on choisit quelle technique, quelle technologie on va utiliser. On est vraiment dans la prise de besoin au sens large. On n'est que dans du fonctionnel, dans qu'est-ce qu'on veut. Et à chaque fois, on se pose toujours la question, quelle est la finalité de cette demande? À quoi ça va te servir? Et si je te donne cette information, comment tu vas pouvoir l'exploiter? Qu'est-ce que ça te fait gagner? Et donc, la troisième partie, ça va être les besoins qui sont liés au projet. Donc, la gestion des ressources, le planning prévisionnel et le budget à respecter. Donc, ça, alors ça fait partie, on a cité 3, il y en a probablement d'autres, mais oui. C'est pour nous vraiment les besoins tiers qu'il faut connaître avant de pouvoir se lancer dans un projet. Planning et budget, il faut forcément les connaître. C'est des fois des informations un peu compliquées à avoir parce que la direction va vous dire, bah oui, moi je sais pas trop, etc. Ok, mais vous avez besoin de savoir à quel point c'est important pour pouvoir définir un budget et un planning. Quand est-ce que ça doit être livré? Qu'est-ce qu'on attend de toutes ces stratégies, etc. Il faut vraiment avoir ces informations pour partir sereinement dans un projet. Et donc ensuite, si on récapitule un petit peu, on va voir que les besoins fonctionnels, ils sont définis par l'ensemble des parties prenantes qui se sont mises ensemble pour prendre la décision. Et tout ce qui est besoins techniques, les besoins techniques, du coup, ils vont découler forcément des besoins fonctionnels, mais ils sont définis par les équipes techniques qui ont la connaissance pour trouver des solutions. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on fait rentrer des équipes techniques en jeu.
à partir du moment où on a vraiment défini ce qu'on voulait. Et on évite d'être drivé par les équipes techniques au moment de la prise du besoin. Parce qu'il peut y avoir des cas où on est limité par des contraintes techniques et c'est pas forcément le but. Et honnêtement, d'expérience, ça n'est jamais arrivé qu'une contrainte technique devienne réellement, que quelque chose qui était une contrainte technique au départ devienne réellement bloquante à la fin. On arrive toujours à contourner, à trouver une solution, à mettre en place un petit quelque chose qui va faire que. Et donc, du coup, si on conclut sur cette partie-là de récupération des informations, du coup, l'ensemble de ces informations récupérées vont nous permettre de connaître les protagonistes et donc les tâches qui seront effectuées, de définir les risques et les bénéfices de la solution à apporter et la mise en place de planning de travail prévisionnel réaliste. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, éviter de dépasser le budget, le délai. Alors, dans les plannings de travail, on l'a bien dit, et c'est très important, le mot réaliste. C'est-à-dire que on va pas passer 6 mois sur un projet. Par contre, le but, c'est pas non plus de dire on va le plier en 15 jours. D'accord? Réaliste, le réalisme va vraiment dans les deux sens. Et il faut vraiment prendre en compte ce temps dans les deux sens. Souvent, on arrive sur des projets où on veut des délais très courts. Ok, c'est bien de vouloir des délais courts en disant qu'on va être actif, machin, tout ça, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a forcément un temps et un rythme à respecter pour qu'un projet fonctionne correctement. Il faut bien considérer que tous les acteurs métiers n'ont pas que ça à faire et ne donneront souvent pas leur réponse tout de suite en live. Il y a les vacances de chacun, etc. Donc, vraiment, soyez réalistes dans vos planifications. Soyez pas le monde est tout beau, tout rose, ça va être plié en 15 jours, sans non plus être ultra pessimiste, ça va durer 6 mois, mais juste factuel, ok, on va peut-être se prendre quand même une petite marge de travail. Donc, du coup, là, on va aborder la partie livrable du projet. J'ai découpé ça en 3 parties. La première partie, donc, ça va être les livrables au démarrage du projet. Donc, ça, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Premièrement, la documentation de la formalisation du besoin. Donc, c'est simplement la liste des exigences qui vont permettre de répondre à chacun des besoins fonctionnels. Deuxième livrable, ça va être le rétro-planning. Donc ça, on l'a dit et redit, mais c'est forcément une partie très importante pour savoir qui fait quoi quand et rester dans les clous. Et une partie peut-être un peu moins connue, ça va être la matrice de responsabilité. C'est simplement qui s'occupe de quoi. Et ça, c'est assez important en cas de problème ou de changement, justement, de nouvelles demandes ou des choses comme ça. Alors, petit tips, prenez quelques notes, il y aura des questions dans le quiz sur les livrables du projet. Il y a des indices. Je dis ça, je dis rien. Voilà. La formalisation du besoin, dès le départ, doit être un document accessible à tout le monde. Tout le monde doit avoir accès à ce document-là et tout le monde doit être d'accord et tout le monde doit le comprendre de la même façon. Donc, on travaille beaucoup sur cette prise de besoin. Qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on... La deuxième partie, du coup, ça va être tous les livrables qui sont en cours de projet. Donc, ça va être le suivi budgétaire, vérifier étape par étape, encore une fois, qu'on est toujours dans les clous et qu'on respecte bien ce qui était prévu au départ. Et deuxième chose, ça va être tout ce qui est reporting et compte-rendu de réunion de travail. Donc ça aussi, c'est une partie qu'on a notée qui nous paraît très importante. On met un gros point sur la rédaction de compte rendu de réunion. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui peut sauver plusieurs fois des projets, des discussions, etc. C'est qu'est-ce qui a été décidé en réunion? Ah ouais, mais moi finalement j'avais pensé ci ou ça. Non, en fait, ça a été écrit, ça a été validé par tout le monde et le compte rendu a été validé et diffusé à tout le monde. Ça, vraiment très, très important. Et enfin, les livrables à la fin de la livraison, ça va être les documents techniques
les rapports fonctionnels. Donc, rapports fonctionnels, j'entends par là tout ce qui est explication de la solution retenue, les schémas, les accès si besoin. Il va aussi y avoir les guides utilisateurs en cas de formation. Et dans le cas, nous, d'un projet data, j'ai rajouté les job talents. Et donc, bien sûr, on ajoutera tout ce qui a été créé Ouais. et tout ce qui a été produit dans le cadre du projet doit être centralisé à la fin. Je mettrai un petit accent sur la partie documentation. C'est vraiment fondamental de demander les documentations de vos projets. Parce que aujourd'hui, vous le faites développer par quelqu'un, par un interne, par un externe, cette personne peut partir, changer, etc. Vraiment, si vous n'avez pas les documentations et que vous voulez continuer et faire évoluer le travail, ça va être très, très compliqué. Donc, axez-vous sur le fait de demander les documentations dans le cadre de vos projets. Et enfin, pour finir, les bonnes pratiques pour un projet réussi. Ouais, cette slide, elle résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Donc pour nous, la première bonne pratique, c'est entretenir une collaboration étroite entre les parties prenantes, garder vraiment une bonne communication, des écrits, et déjà ça aide. Donc les parties prenantes, on rappelle, c'est les décideurs, les métiers, les sponsors, les managers, l'utilisateur final, tous les gens qui sont autour du projet. On garde une relation étroite avec tous ces gens-là. Ça peut être juste en faisant tout simplement une réunion hebdomadaire sur le projet. Ça peut être tout simplement ça. Il n'y a pas forcément besoin de choses très compliquées. La deuxième bonne pratique, du coup, ça va être que le besoin doit correspondre à une problématique métier. Ça, c'est important parce que ça évite les changements d'avis en cours de route. Si on suit la stratégie d'une entreprise, le besoin d'un métier, il y a peu de chances que ça évolue de trop. Et surtout, ça va éviter le besoin. Ah, il y a Martin qui arrive avec son petit besoin. Ah, il y a Julie qui arrive avec son petit besoin. Non. Voilà. En fait, on est toujours drivé par le bien commun et le besoin de l'entreprise et éventuellement le besoin de métier. On évitera le besoin individuel. Ensuite, la troisième bonne pratique, on se répète encore une fois, mais du coup, ça va être une bonne formalisation du besoin. Ça permet de parer les changements. Et enfin, la dernière bonne pratique, ça va être bien définir les rôles de chacun dans le projet et les responsabilités. OK. Et voilà qui nous emmène tranquillement vers notre 15 heures. On est pile dans le timing, vers notre 15 heures et l'intervention de notre très cher ami Sébastien qui va pas tarder à nous rejoindre sur la partie ESB.